Imagine un lieu où l'histoire, la foi et le pouvoir s'affrontent frontalement depuis des millénaires. Un endroit si sensible qu'une seule intervention pourrait ébranler tout le Moyen-Orient. C'est précisément là, juste à côté du mont du Temple à Jérusalem, que commence une histoire capable de bouleverser tout ce que nous pensions savoir sur le passé de cette ville. Et ce qui aurait été mis au jour aujourd'hui est si explosif que, jusqu'à présent, il soulève des questions auxquelles personne ne veut vraiment donner de réponse simple. Si les histoires cachées, les mystères archéologiques et les découvertes te fascinent, alors abonne-toi dès maintenant à la chaîne et active la cloche, car ce que tu vas entendre ressemble à une légende. Mais commence par un événement bien réel. Le mont du Temple à Jérusalem n'a jusqu'à aujourd'hui jamais été entièrement fouillé sur le plan archéologique. Non pas parce qu'il n'y aurait rien à y trouver, mais parce que presque tous les gouvernements savent à quel point la simple tentative serait dangereuse. Depuis plus de 100 ans, cet endroit est en réalité considéré comme intouchable. Pas de fouilles, pas de forage, aucune étude systématique directement sous ce plateau sacré. La raison n'est pas technique, mais politique, religieuse et historique, car sur cette colline se rencontrent 3 grandes religions du monde et chaque pierre y porte une signification qui dépasse largement l'archéologie. Pour le judaïsme, ce lieu est lié au premier et au second temple. Pour les chrétiens, il fait partie d'événements bibliques centraux. Pour les musulmans, il s'agit de l'un des sites les plus sacrés de l'islam. Le mont du Temple n'est pas simplement un site historique, c'est un point de convergence de mémoire, d'identité et de revendication. Et c'est précisément pour cette raison que ce qui se cache sous sa surface est resté dans l'ombre pendant des générations. Puis, quelque chose s'est produit, quelque chose qu'il était impossible d'annuler. Il y a environ 2 décennies, un projet de construction non autorisé a conduit à l'extraction soudaine de matériaux provenant de l'un des endroits les plus sensibles au monde. De la terre, qui aurait pu contenir des milliers d'années d'histoire, a été retirée en un temps record, transportée et jetée comme de simples gravats. Et c'est cet événement qui a ouvert une porte qui n'aurait peut-être jamais dû être ouverte. Plus tard, des chercheurs ont utilisé un radar de sol dirigé vers la roche sous le mont du Temple, la même technologie qui a permis de détecter des cavités cachées dans la grande pyramide de Gizeh. Ce que les mesures ont révélé a immédiatement provoqué une agitation, car là où l'on s'attendait à trouver uniquement de la roche naturelle, des formes sont apparues, des formes trop régulières, des lignes, des angles, des cavités, des zones qui pourraient indiquer des structures artificielles, des espaces qui n'avaient jamais été clairement décrits dans aucune documentation officielle. Et c'est à ce moment précis qu'une chaîne de questions a commencé, une chaîne qui jusqu'à aujourd'hui n'a jamais reçu de réponse claire. Avant de comprendre pourquoi ces analyses ont suscité autant d'attention, il faut savoir à quel point cette histoire a failli ne jamais être racontée, car tout a commencé non pas par une découverte scientifique spectaculaire, mais par des machines lourdes, des tensions politiques et de la terre qui a disparu en quelques jours du cœur même de Jérusalem. En 1999, des bulldozers ont commencé à creuser le sol sous l'un des sites les plus sensibles du monde. Il s'agissait d'agrandir un espace de prière souterrain dans une zone souvent appelée les écuries de Salomon. Décision était motivée par des raisons religieuses, mais elle était politiquement extrêmement sensible, car cet endroit avait depuis longtemps dépassé toute importance locale. Pour de nombreux musulmans, il s'agit de l'un des lieux les plus sacrés après la Mecque et Médine. Le problème n'était pas seulement le projet lui-même, mais la manière dont il a été réalisé, sans autorisation des autorités israéliennes, sans supervision archéologique, sans documentation. En seulement 3 jours, des milliers de tonnes de terre ont été excavées. Les estimations parlent d'environ 9000 tonnes de matériaux. De la terre qui aurait pu contenir, couche après couche, l'histoire de plusieurs millénaires, a été chargée sur des camions et transportée dans la vallée du Cédron, où elle a été déversée comme de simples déchets de construction. Imagine cela un instant, un sol contenant potentiellement des vestiges de l'époque des rois d'Israël, des Romains, des Byzantins, des Croisés et de bien d'autres périodes, mélangés, dispersés et privés de son ordre d'origine. Pour les archéologues, cet ordre, appelé stratigraphie, est essentiel. Il permet de comprendre quelle couche appartient à quelle époque. Une fois détruit, une grande partie du contexte historique est perdue à jamais. Pour de nombreux spécialistes, cela ressemblait à la destruction d'une archive irremplaçable. Des carrières entières reposent sur l'étude minutieuse de telles couches, et ici tout avait été bouleversé en quelques jours. Mais c'est précisément à ce moment que se trouve le tournant de cette histoire, car cette terre n'était pas une terre ordinaire. Selon la tradition biblique, cette colline est identifiée comme le mont Moria, l'endroit où Abraham aurait été prêt à sacrifier son fils, l'endroit où le roi Salomon aurait plus tard construit le premier temple, un temple qui, selon la tradition, abritait l'arche d'alliance dans une pièce si sacrée qu'une seule personne pouvait y entrer une fois par an. Ce premier temple fut détruit au 6e siècle avant notre ère par les Babyloniens. Plus tard, un second temple fut construit au même endroit. Celui-ci fut à son tour détruit au 1er siècle après Jésus-Christ par les Romains lors de la prise de Jérusalem. En parallèle, ce lieu possède également une importance centrale dans l'islam, car il est lié à l'ascension du prophète Mahomet. Et dans le christianisme aussi, il joue un rôle, notamment dans les récits concernant Jésus au temple. 3 religions, une seule colline, et chacune y associe sa propre histoire, sa propre revendication, sa propre signification profonde. C'est précisément cette tension qui fait que toute modification sur ce site attire immédiatement l'attention du monde entier. Pendant des décennies, un équilibre
fragile avait permis de laisser le sous-sol de cet endroit intact. Pas de fouilles, pas d'études, pas d'intervention. Mais avec les événements de 1999, cet équilibre avait été au moins partiellement brisé. La terre avait été retirée, dispersée, apparemment perdue. Et pourtant, quelque part dans ces tas de terre déversée, l'histoire pouvait encore être présente. Des fragments, des indices, peut-être même des preuves, mais cela, peu de gens l'avaient encore compris. Mais deux hommes, eux, ont compris immédiatement ce que cela signifiait. Lorsque l'archéologue Gabriel Barkay a appris ce qui s'était produit sous le mont du Temple, il n'a pas hésité. Il s'est rendu dans la vallée du Cédron et s'est retrouvé face à ces immenses tas de terre et de débris. Pour beaucoup, ce n'était que des déchets. Pour lui, c'était tout autre chose. À ce moment-là, il était déjà un scientifique expérimenté, quelqu'un qui avait consacré sa vie entière à étudier les couchers de Jérusalem. Il savait que même les plus petits fragments pouvaient raconter de grandes histoires. Au cours de sa carrière, il avait déjà fait des découvertes exceptionnelles, notamment de minuscules rouleaux d'argent contenant certains des plus anciens textes bibliques connus. Il comprenait mieux que quiconque combien d'informations peuvent être cachées dans une terre apparemment insignifiante. Et maintenant, cette même terre se trouvait devant lui, mais sans ordre, sans contexte, sans documentation. Plus tard, il décrira ce moment comme celui où l'on assiste à la destruction d'une scène de crime sans pouvoir intervenir. Des millénaires d'histoires arrachées à leur contexte et dispersées au hasard. Pourtant, là où beaucoup voyaient une perte irréversible, Barkay a vu autre chose. Il a vu une dernière chance. Avec son collègue Zaki Dvira, il a pris une décision. Si les couches ne pouvaient plus être étudiées dans le sol, alors il fallait tenter de sauver ce qui restait après coup. C'est ainsi qu'est née l'idée d'un projet que, au départ, presque personne ne prenait au sérieux. Dans un parc public à Jérusalem-Est, ils ont commencé à tamiser systématiquement les matériaux provenant du mont du Temple. Sans grand financement, sans soutien institutionnel massif, mais avec une vision claire. Ils voulaient récupérer autant d'informations que possible à partir de ce chaos apparent. Ce qui s'est passé ensuite est devenu l'un des projets archéologiques les plus inhabituels de l'époque moderne. Des bénévoles du monde entier sont venus prêter main forte. Jour après jour, année après année, des gens se tenaient sous des abris improvisés, souvent sous une chaleur intense, et examinaient la terre à main nue, avec des tamis, avec patience et attention. Saut après saut, couche après couche, fragment après fragment. Et lentement, une image a commencé à émerger. D'innombrables découvertes ont été faites dans ce matériau. Des pièces de monnaie provenant de différentes époques, y compris certaines datant de l'époque d'Hérode. Des pointes de flèches de la période des croisades. Des bijoux issus de périodes islamiques. Des fragments de céramique couvrant des millénaires. Au total, des centaines de milliers d'objets ont été mis au jour, reflétant l'histoire complexe de Jérusalem. C'était comme assembler un immense puzzle dont les pièces avaient été mélangées, mais qui continuait à révéler des indices sur l'image globale. La Terre, traitée comme un simple déchet, s'est révélée être porteuse d'une densité historique exceptionnelle. Un jour, un volontaire fit une découverte qui semblait insignifiante au premier regard. Un petit morceau d'argile, durci, aplati, facile à ignorer. Mais en l'examinant de plus près, il apparut qu'il s'agissait d'une bulla, une empreinte de sceau. Dans l'Antiquité, ces sceaux étaient utilisés pour sceller des documents et garantir leur authenticité. Sur ce petit morceau d'argile, une inscription en écriture hébraïque ancienne était visible. Elle mentionnait un nom, Galiahou, fils d'Imer. Ce nom n'était pas anodin. Il apparaissait également dans d'anciens textes religieux associés à une famille de prêtres de l'époque du premier temple. Cela ne signifiait pas automatiquement que l'on pouvait identifier précisément cette personne, mais cela montrait que des noms, des rôles et des structures issues des traditions avaient laissé des traces dans le monde matériel. Un objet minuscule, à peine plus grand qu'un ongle, venait soudain de relier les textes et la réalité d'une manière tangible. Il suggérait que les personnes mentionnées dans les écrits anciens avaient réellement existé, avec des noms, des fonctions, des objets personnels. Et ce n'était que le début. Au fil du temps, d'autres découvertes sont apparues, allant dans la même direction. De petits sceaux, des fragments portant des symboles comme des menorahs, des représentations d'éléments architecturaux évoquant des structures de temples et des objets pouvant être liés à des fonctions sacerdotales. Pris isolément, aucun de ces éléments n'était totalement concluant, mais ensemble, ils formaient un motif difficile à ignorer. Encore plus intéressant, ces découvertes n'étaient pas totalement dispersées au hasard. En tamisant systématiquement le matériau, les chercheurs ont remarqué que certains types d'objets apparaissaient plus fréquemment dans certaines zones. Même si la position originale de la Terre était perdue, il était encore possible de faire des correspondances approximatives en fonction de l'origine des chargements. Et c'est là que quelque chose de fascinant a commencé à émerger. Ces concentrations d'objets semblaient correspondre à d'anciennes descriptions de zones sacrées sur le mont du Temple, comme si, malgré la destruction de la stratigraphie, une sorte de carte invisible pouvait encore être reconstruite. Le projet n'avait donc pas seulement permis de sauver des objets, il avait aussi indirectement fourni des indices sur des structures spatiales. Et tandis que ce puzzle devenait de plus en plus clair, une nouvelle génération de chercheurs est entrée en scène. Leur objectif, aller encore plus loin, sans toucher au sol. Entre 2021 et 2024, des scientifiques ont commencé à combiner des données modernes avec d'anciennes cartes. Parmi les plus intéressantes figuraient des relevés britanniques datant de l'époque ottomane et du Mandat. Ces cartes mentionnaient des structures
souterraine près du côté sud du mont du Temple. On y voyait des pièces, des escaliers, des cavités, jamais totalement expliquées. Pendant longtemps, ces relevés avaient été considérés comme imprécis ou spéculatifs, mais ils furent réexaminés à la lumière des technologies modernes. Comme les fouilles directes restaient politiquement impossibles, les chercheurs ont utilisé le radar de sol. Cette méthode permet de détecter des anomalies sans creuser. Ils ont dirigé les appareils vers la roche sous le plateau et analysé les signaux réfléchis. Les résultats étaient frappants. Là où l'on attendait une roche irrégulière, des lignes trop droites apparaissaient, des formes géométriques, des zones qui se comportaient comme des cavités, des structures suggérant une intervention humaine. Mais le moment le plus étonnant est survenu lorsque ces données ont été comparées aux anciennes cartes. Les correspondances étaient troublantes. Les mêmes autres zones déjà signalées plus d'un siècle auparavant réapparaissaient dans les données radar. Même emplacement, formes similaires, dimensions comparables, comme si des observateurs du passé avaient aperçu quelque chose qu'ils ne pouvaient pas expliquer et que la technologie moderne confirmait aujourd'hui. Et pourtant, un problème majeur subsistait. Le radar peut révéler des anomalies, mais il ne peut pas dire exactement ce qui se trouve dans une cavité. Pendant ce temps, dans une autre zone de Jérusalem, des travaux se poursuivaient dans les tunnels situés près du mur de soutènement occidental. Là, des ouvriers ont découvert un escalier partiellement dégagé, taillé directement dans la roche. Il descendait vers une zone sombre, resté intacte pendant une longue période. Au bout de cet escalier se trouvait une pièce dont les murs supérieurs portaient des traces d'époque plus récentes, notamment des indices d'une utilisation byzantine. Mais sous ces couches visibles, quelque chose de bien plus ancien apparaissait. Les fondations étaient constituées de blocs de pierre massifs, taillés avec précision, un style de construction que l'on rencontre plus rarement dans les périodes tardives. Certains experts ont remarqué des similitudes avec des techniques utilisées dans les phases les plus anciennes de construction dans la région. Encore plus intrigant, un second escalier partiellement effondré et bloqué par de lourdes pierres. La manière dont ces pierres étaient disposées laissait penser qu'il ne s'agissait pas d'un simple effondrement naturel. Tout indiquait une action délibérée, comme si quelqu'un avait volontairement fermé cet accès, comme si l'on avait voulu empêcher quiconque de descendre plus profondément. À ce stade, les chercheurs se sont retrouvés face à une question cruciale. Fallait-il tenter d'aller plus loin ou se contenter des données déjà disponibles? Car une chose était claire, plus on descendait, plus le terrain devenait sensible, pas seulement d'un point de vue scientifique, mais aussi politique et religieux. Alors que les discussions se poursuivaient sur les limites à ne pas franchir, l'attention s'est progressivement déplacée vers un autre élément révélé par les données. Sous les structures supposées, quelque chose d'encore plus vaste semblait apparaître, un réseau étendu de cavités. Les analyses indiquaient la présence de citernes souterraines, de canaux et peut-être même d'aqueducs directement taillés dans la roche. Ces structures semblaient interconnectées, presque comme un système organisé, et plus les chercheurs examinaient les données, plus il devenait évident qu'il ne s'agissait pas de simples creux aléatoires. C'était un réseau, un système qui suggérait planification, connaissance et compétences techniques avancées. Certains canaux semblaient descendre depuis des points plus élevés, ce qui laissait penser que l'eau de pluie était collectée et dirigée de manière contrôlée. Ce type de système est connu dans l'Antiquité, mais son étendue supposée, directement sous un site aussi central, rendait ces indices particulièrement remarquables, car dans de nombreuses cultures anciennes, l'eau n'était pas seulement essentielle à la vie quotidienne, elle jouait aussi un rôle dans les rituels. Certains chercheurs ont commencé à comparer ces structures avec d'anciens textes évoquant des pratiques liées au temple, des descriptions de purification, de lavage rituel, de sacrifices nécessitant de grandes quantités d'eau. Des parallèles apparaissaient, mais il fallait rester prudent, car de telles comparaisons ne sont jamais totalement certaines. Dans l'une des zones mises en évidence par les données, une dépression plus importante attirait l'attention. Elle se distinguait des autres cavités. Elle se trouvait approximativement à l'endroit où, selon certaines traditions anciennes, un autel de sacrifice aurait pu se dresser. Des discussions ont émergé autour de possibles traces de cendres ou de résidus organiques, mais sans accès direct au site, aucune preuve définitive ne pouvait être confirmée. En parallèle, les données montraient que certains canaux semblaient descendre encore plus profondément que prévu. Ils ne s'arrêtaient pas simplement aux citernes, ils menaient vers des zones fermées, complètement isolées, et c'est précisément ces zones qui ont suscité le plus d'attention, car elles ne ressemblaient pas à des cavités naturelles. Leurs limites semblaient définies, leur forme, parfois régulière, comme si ces espaces avaient été créés, puis scellés. La question qui en découle est aussi fascinante que dérangeante. Pourquoi fermer de tels espaces? Dans l'archéologie, les accès sont parfois bloqués pour des raisons pratiques, comme stabiliser une structure, mais dans d'autres cas, cela peut être intentionnel, pour protéger, cacher ou rendre inaccessible. Certains chercheurs ont avancé des hypothèses prudentes. Peut-être s'agissait-il de zones de stockage, peut-être d'espaces abandonnés au fil du temps, ou peut-être de lieux ayant une signification particulière dont l'accès devait être limité. Mais sans exploration directe, tout reste hypothétique, et pendant que ces questions s'accumulaient, un autre aspect devenait de plus en plus évident. Plus les indices s'accumulaient, plus la sensibilité politique du sujet augmentait, car toute interprétation de ce qui se trouve sous le mont du Temple dépasse largement la science. Elle touche à l'identité, à la fois à des revendications anciennes et profondes. Affirmer l'existence de certaines structures sous ce site, ce n'est pas seulement faire une déclaration scientifique, c'est
c'est entrer dans un terrain chargé d'histoire, de tension et de signification pour des milliards de personnes. C'est pourquoi de nombreuses institutions ont adopté une approche extrêmement prudente. Les publications sont mesurées, les mots choisis avec soin, non pas nécessairement pour cacher quelque chose, mais pour éviter d'alimenter des conflits. Et pourtant, en coulisses, la recherche continue. De nouvelles technologies sont envisagées, des méthodes permettant d'explorer encore plus profondément, sans perturber le sol. L'une d'elles est la tomographie par muon, une technique qui utilise des particules issues du rayonnement cosmique pour détecter les variations de densité dans les structures. Elle a déjà permis de révéler des cavités cachées dans de grandes constructions, et certains chercheurs envisagent de l'utiliser ici, car une chose semble désormais claire, il ne s'agit pas d'une seule cavité, mais de plusieurs, et certaines pourraient être plus vastes que tout ce que l'on imaginait jusqu'à présent. Et c'est là que la question la plus importante se pose. Que se trouve-t-il réellement là-dessous? À la fin, une chose domine toutes les autres. Il y a plus de questions que de réponses. Les données suggèrent l'existence de plusieurs espaces cachés, dont un particulièrement grand, profondément enfoui sous l'un des lieux les plus sensibles au monde. Mais malgré toutes les avancées technologiques, l'accès reste bloqué, pas seulement physiquement, mais aussi politiquement et religieusement. Personne ne sait avec certitude ce qui s'y trouve. Peut-être de simples structures sans importance particulière, ou peut-être des vestiges capables de transformer notre compréhension de l'histoire de ce lieu. Et c'est précisément cette incertitude qui rend la situation si explosive, car chaque découverte ici ne concerne pas uniquement la science, elle touche à des croyances, à des identités, à des convictions ancrées depuis des millénaires, et c'est pourquoi chaque pas en avant se fait sur une ligne extrêmement fine, entre connaissance et escalade. Peut-être que les technologies du futur permettront un jour d'obtenir des réponses sans jamais creuser. Peut-être que certains de ces espaces resteront à jamais fermés, et peut-être que c'est précisément cela, leur véritable signification. Si ce genre d'histoire te fascine, reste avec nous, car le passé cache encore des secrets que nous commençons à peine à comprendre.